on le sait, le parcours client a changé depuis quelques années. On ne pense plus simplement ou site marchand ou point de vente physique. Dans ce contexte, comment faire vivre les deux, comment proposer un parcours omnicanal et sans couture, la nouvelle expression à la mode. Donc pour cela, chacun d'entre vous allait répondre. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui, Rodolphe, où en sont les retailers aujourd'hui et comment le parcours client a changé ? Alors, ce qu'il faut comprendre, d'abord bonsoir à toutes et à tous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on traverse une mutation sociologique dans le monde du commerce comme on n'en a jamais traversé dans l'histoire. Pour la simple et bonne raison, c'est que depuis que le monde est monde, le monde commerce, et que depuis ce monde-là, en fait, la réalité, c'est que l'histoire, c'était l'idée de se dire, on crée un lieu de marchandises et ensuite, les clients vont se rendre dans ce lieu de marchandises. Et là, on a une inversion de paradigme en fait, qui se crée, qui est assez puissante et qui est un élément de changement considérable pour les commerçants, c'est que subitement, c'est finalement le commerce qui vient à vous. Tout le monde, bien sûr, peut commercer à tout instant et à tout moment. Ce qui finalement redéfinit de manière sociologique la vocation et la tendance du point de vente. Et la vraie question, c'est de se dire, mais aujourd'hui, quelle est l'utilité à avoir un point de vente ? Le point de vente, au départ, avait une utilité de base qui consistait à dire j'ai besoin d'un prix, d'un produit, je n'ai qu'un seul choix, c'est d'aller dans ce lieu pour l'obtenir. À partir du moment où il existe une alternative, c'est-à-dire une autre moyen de consommer et d'accéder à ce produit, eh bien finalement, on redéfinit totalement le spectre du point de vente. C'est pour ça que la réunion de ce soir, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est en train, on est au cœur de ce sujet, de se dire mais quelle expérience magasin va venir justifier le fait qu'un client se rende dans mon magasin. C'est ça en fait l'histoire qu'on est en train de jouer ce soir. Et donc c'est vraiment cette mutation que sont en train de vivre les commerçants. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ce soir, mais en tous les cas, véritablement moi pour les fréquenter maintenant depuis 10 ans, je peux vous garantir que leur vraie question c'est se dire mais attendez, comment je peux faire en sorte que mon point de vente continue d'être reconnu d'utilité commerciale ? Merci Rodolphe. Alexandre, vous partagez cette vision ? Complètement. L'introduction est parfaite. Bonsoir à tous. On a exactement le même constat, évidemment. Des clients maintenant qui adressent l'acte d'achat par des canaux multiples et variés. On était habitués à je vais dans le point de vente et je fais mes courses. Aujourd'hui, vous êtes tous équipés d'un téléphone portable, vous avez tous accès au web. Donc l'acte d'achat maintenant commence pas forcément dans le point de vente, mais peut commencer sur d'autres canaux. Donc on vit une transformation qui est passionnante, qui est extrêmement excitante parce que les usages sont différents, la façon dont les retailers parlent avec leurs clients est extrêmement en modification, en évolution. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça pose beaucoup de questions, donc on va couvrir certaines de ces questions aujourd'hui. Des acteurs majeurs comme Amazon arrivent sur le marché, les retailers doivent réagir face à ces grandes démarches-là. Des grandes tendances digitales viennent complètement perturber l'écosystème retail et le retail physique, avec son élément différenciant qu'est le point de vente physique, doit trouver des réponses qui ont un ROI, et ça c'est un élément clé dans cette réflexion sur la transformation digitale, c'est quel va être le ROI de ce projet. Il y a énormément de projets qui sont lancés, énormément de buzz autour du sujet de transformation digitale. Comment est-ce que je me concentre sur les choses qui vont me rapporter de la clientèle, fidéliser les clients, apporter un service qui a une vraie valeur ajoutée pour l'utilisateur. Et c'est en ayant cette réflexion-là qu'à la fois les retailers et les utilisateurs feront le succès de la démarche digitale des marchands. Merci Alexandre. Ludovic, chez Afflelou, vous travaillez depuis 4 ou 5 ans à peu près sur le sujet. Quel est votre constat ? Alors nous, on est sur un environnement franchiseur, donc comme son nom l'indique, on est aux prises avec des bases de données qui sont multiples, qui sont propriétés des franchisés. Donc pour le coup, dans ce qu'on va se dire ce soir, on a quelques complexités à agréger un petit peu toutes les bases de données, etc., etc. Mais en tout cas, par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, nous, on essaye de ne pas opposer les mondes, mais plutôt de les additionner et essayer de prendre le meilleur sur les deux mondes. Et on en reparlera, mais en tout cas, le point de vente pour nous, il est central dans le dispositif. Merci Ludovic. Alors Pascal, chez Nexity, vous avez revu le parcours à la fois online et offline avec le développement d'un nouveau concept d'agence. Vous pouvez nous
qu'avez-vous mis en place et de quel constat êtes-vous parti? Absolument. Bonsoir à tous. Chez Nexity, effectivement, on a développé un nouveau point de vente qu'on appelle un point de vente connecté ou un point de vente intelligent. C'était un double enjeu stratégique pour Nexity. D'une part, un enjeu de modernité. Le point de vente, c'est une agence. Et je crois que vous avez tous en tête des agences immobilières un petit peu poussiéreuses avec des affichettes en vitrine. Alors peut-être qu'elles sont éclairées avec des LED maintenant, mais ça reste quand même des affichettes. Et donc on avait un double enjeu stratégique. D'une part, de moderniser nos points de vente. Le parcours client dans l'immobilier, il est par nature multicanal. C'est un fait, c'est une donnée. Je rejoins mes confrères. C'est un point de départ. La question qui est derrière, c'est quelle est la valeur ajoutée de chacun de ces canaux. Ils ont tous un rôle à jouer, mais quelle est la valeur ajoutée de chacun de ces canaux. Et donc on se posait la question de la valeur ajoutée de l'agence et de ce point de vente quand le client est déjà très informé sur Internet, il a déjà vu des annonces dans l'ancien, dans le neuf, il a parcouru des dizaines de sites. Quelle est la valeur ajoutée de ce canal? Et donc, il a fallu réenchanter ce point de vente, le moderniser. Donc ça, c'était le premier enjeu stratégique. Et le deuxième enjeu, Nexity, nous sommes un groupe complètement intégré où on a deux grands types de métiers pour le client particulier. Un métier de promotion immobilière, donc de vente de biens neufs, et un métier de service immobilier particulier sur l'ancien, avec des métiers classiques de transaction, achat, vente de biens anciens, de gestion locative et de syndic de copropriété. Et donc pour nous, c'était aussi une nécessité, dans ce nouveau concept de point de vente, de réintégrer l'ensemble de ces métiers et de faire comprendre à nos clients ce que c'était qu'un parcours immobilier dans sa totalité, en réenchantant tout cela. Donc on va rediscuter de tout cela après. Merci Pascal. Effectivement, la question qu'on se pose, c'est que il y a de nouveaux services qui arrivent, de nouveaux outils, mais quels sont les outils incontournables aujourd'hui que les retailers doivent intégrer dans ce parcours et pour aussi à la fois améliorer le parcours client, mais également le ROI, puisque c'est une des questions clés. Ludovic, vous avez mis en place des éléments pour favoriser le Web to Store récemment. Oui, sur la partie Web to Store, nous on est parti du principe qu'il fallait faire en sorte que la partie e-commerce soit directement liée au magasin. Donc on est parti du principe que tout le chiffre d'affaires qui était fait sur Internet était obligatoirement lié à un magasin. Donc quand le client ou le futur client crée son compte, il va obligatoirement s'affilier à un magasin. Et toute la navigation, le chiffre d'affaires, etc., qui soit fait, que la livraison soit faite dans ce fameux magasin ou soit faite à domicile, est lié directement au magasin. Donc il n'y avait pas comme ça de débat de cannibalisation de clientèle, de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc ça a été bien perçu. Deuxième chose, on essaye de faire que le client ait une expérience dans le magasin physique qui soit la plus efficace possible. Et donc en amont de ça, on lui fait essayer des lunettes qu'il est capable de pré-réserver. On le fait choisir des rendez-vous, des plages de rendez-vous pour savoir avec qui. Depuis le site. Les essais de lunettes, on est d'accord, c'est depuis. Exactement. Ce qui permet de gagner du temps pour le coup et de faire que le client arrivant au point de vente a déjà fait une partie entre guillemets de la démarche. Puis je parlerai de la partie paiement, etc. après. D'accord, merci beaucoup. Pascal, la problématique est un peu différente chez Nexity puisqu'on est sur des achats impliquants. Il est nécessaire aussi de faire venir les gens en agence. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour cette acquisition client et effectivement, on est sur un achat d'un projet immobilier. C'est un achat anxiogène. C'est un achat impliquant, c'est un achat de couple, c'est pas un achat impulsif. Et donc, le parcours client, il est par nature long, il est par nature très long. Et il commence toujours par effectivement un projet qui va se construire
à 95% par un parcours digital. On va aller regarder les annonces, on va regarder ses capacités d'emprunt, on va tourner, etc. Et tout notre rôle chez Nexity, c'est de simplifier au maximum ce parcours client et de le rendre le moins anxiogène possible. Et pour ça, il faut de l'humain. Et donc l'objectif de notre parcours client digital, c'est d'amener notre prospect en boutique, en point de vente, en rendez-vous, pour capitaliser sur le savoir-faire humain de nos agents, pour lever toutes ces objections qu'on peut avoir, toutes ces angoisses qu'on peut avoir dans cet achat. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Bien sûr, on apporte de l'information sur le site. Bien sûr, on essaie de répondre à pas mal des interrogations légitimes que peut avoir un couple dans un projet immobilier, parce que c'est souvent un achat de couple. Mais qu'est-ce qu'on pousse ? On pousse le plus vite possible à générer un contact, un rendez-vous en face à face. Donc, on a plusieurs options. Bien sûr, la prise de rendez-vous en ligne qu'on a développée sur le site pour qu'un prospect puisse directement prendre rendez-vous en agence pour en savoir plus. On apporte de l'information sur nos programmes immobiliers neufs. Si on veut en savoir un peu plus sur le prix, sur les plans, etc., on génère une fiche contact et tout de suite, on a mis en place un gros call center qui permet, c'est un call center spécialisé en France, avec des professionnels de l'immobilier, qui permet très rapidement de rentrer en contact avec ce prospect et de dédramatiser son achat. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur d'autres leviers, la mise en place de visio directement avec ses prospects sur le site pour qu'en temps réel, on puisse rentrer en visio avec un vendeur ou un conseiller pour en savoir plus. Mais l'objectif, toujours, c'est de faire progresser ce prospect vers un rendez-vous face à face et arriver finalement en point de vente chez Nexity. Ça, c'est pour le parcours digital. Et puis, dans notre nouveau concept aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un concept très ouvert. Aujourd'hui, notre concept est un concept où les vitrines sont dégagées. Et donc, on est en transparence totale sur le trottoir. Et l'espace, et on redétaillera le point de vente derrière, mais on est sur un espace ouvert qui est un petit peu un espace comme à la maison, où on se sent chez soi et on vient pour un échange, on vient pour une découverte. Et on n'est pas caché derrière un mur d'affiches en se disant derrière ces affiches, est-ce qu'il y a quelqu'un comment je vais me faire dans quel traquenard je vais tomber si j'ouvre la porte ? Non, là tout est ouvert et on est sur un espace convivial. Merci Pascal. Alexandre, chez Worldline, vous développez beaucoup de solutions et proposez des solutions pour les retailers. Quelle est la clé aujourd'hui d'un CRM réussi, entre guillemets, et comment on peut utiliser la technologie de manière intelligente ? Alors effectivement, la CRM, c'est clé. Tous ces nouveaux comportements digitaux génèrent des quantités de data. Cette quantité de data, il faut savoir l'exploiter, si possible en temps réel. Et les acteurs qui feront la différence sont les acteurs qui vont avoir la capacité en temps réel vraiment de traiter cette data et de venir augmenter l'acte d'achat. Alors, vous verrez certaines des démonstrations qu'on a ici. On travaille sur des tablettes connectées où le vendeur va avoir la possibilité, dès lors que le client rentre dans le point de vente, de retrouver, de retracer tout son historique de contact avec la marque. Donc, on va retrouver l'historique de surf, on va retrouver les pages qu'il aime sur Facebook, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui vont, à un moment donné, permettre au vendeur de dire, voilà, je connais Monsieur Albarel qui rentre dans le point de vente, Monsieur Albarel a tel goût pour telle marque, il a acheté tel produit, il a surfé sur tel site, il a telle information. Donc, c'est toute la data qui va être générée dans le parcours du client connecté sont une source pour le vendeur qui sont des sources hyper intéressantes. Surtout que le gros élément différenciant du point de vente physique, c'est le vendeur. Aujourd'hui, si le client continue d'aller dans le point de vente, c'est justement pour avoir cette interaction. Et tout l'enjeu du vendeur va être de capter cette discussion, de la transformer en vente, puis en fidélisation, et qu'on ne soit pas dans un mode showrooming où la personne vient prendre un maximum d'informations pour ensuite les consommer sur Amazon, par exemple. Donc on a
un certain nombre de références dans ce domaine-là. Ce qui est très important, c'est l'outil que nous mettons derrière. Alors on a créé une plateforme digitale qu'on a mise en place pour la première fois pour le client McDonald's et qui permet aux restaurants, aux clients, au centre, au siège, d'avoir à tout moment, en temps réel, les informations à jour dans un hub de données centralisé. Donc le magasin d'Avignon, le restaurant d'Avignon qui fixe son prix sur le Big Mac, puisqu'ils ont les franchisés ont la main sur les prix pratiqués dans le restaurant, à part pour l'Happy Meal qui est le seul prix fixe. À un moment donné, si pour une raison X ou Y, le restaurant veut mettre en ligne une promotion, veut mettre un prix en ligne, grâce à la plateforme digitale, ce prix va être exposé sur le canal web, sur le canal application mobile, dans le point de vente, dès lors que le point de vente met des boards pour communiquer, etc. Donc ce type d'outil, c'est la réponse qui va un peu désiloter les systèmes d'information. Je rentre un peu dans ma technique, c'est pas très compliqué, mais les SI aujourd'hui sont très silotés. Il va y avoir un SI pour le restaurant, un SI pour le central, un SI par canaux. Et tout l'enjeu de cette plateforme digitale va être d'exploser ce silo pour qu'à n'importe quel moment, le consommateur, le restaurant puisse se connecter à cette plateforme digitale et avoir une information qui soit à jour. Et dès lors que cet outil est en place, les cas d'usage sont nombreux. Vous avez employé, lors de nos échanges, l'image de la marguerite. Tout à fait. Alors merci. Merci. Donc on représente cette plateforme digitale par l'image d'une marguerite dont le cœur est cet entrepôt de données centralisées temps réel auquel viennent se connecter tous les canaux d'interaction avec le client. Donc on va rajouter une couche de CRM, on va rajouter une couche de fidélité, on va rajouter une couche de discussion avec une borne dans le cas de McDo, avec la caisse, avec les moyens de paiement. Enfin c'est varié et tout ça, cette marguerite permet l'orchestration de tous ces canaux et l'évolution. L'enjeu, évidemment, étant techniquement la capacité de traiter ça de façon sécurisée et scalable, notamment dans l'univers du retail. On fait face à des comportements de montée en consommation très forts sur les soldes, enfin sur des périodes où il y a des pics. Et donc tout l'enjeu de cet outil digital, c'est de devoir savoir encaisser ces pics-là et rendre à tout moment le service tel qu'il est attendu par le client, intermédiaire et final. Merci. Rodolphe, votre avis, vous qui avez aussi un scope assez large de ce qui se passe sur le marché? Alors, en fait, là, c'est très intéressant parce qu'on a pu voir finalement les 3-4 aspects qui étaient vraiment des points très très durs de cette mixité entre le physique et le digital. Le premier point, bien sûr, c'est le business. C'est-à-dire que les vraies questions que se sont posées les retailers, c'était de se dire, finalement, attention, 1 euro de chiffre d'affaires, on a, même dans les non-franchisés, c'est-à-dire que même dans les succursalistes, comme les directeurs de magasins sont objectivés sur leurs chiffres à eux, quand ils ont vu arriver les premiers sites, ils ont dit, attends, on arrête ça tout de suite. Moi, ma prime, elle se calcule sur mon chiffre en magasin. Carrelage, comme on dit. Donc ça, on a solutionné une partie du problème. Et je pense, ça y est, maintenant, l'ensemble des retailers, en particulièrement en France, où il y a une grosse résistance, parce que on peut dire que dans les pays anglo-saxons, ils ont solutionné le problème de manière beaucoup plus pragmatique que nous. Ils ont mis beaucoup moins de temps, mais ça y est, c'est fait. Le carnage, maintenant, est allié avec le clic. Ça y est, on peut dire que ça, c'est solutionné. Le deuxième élément dont on est totalement sorti et que vous avez tous vécu ici dans la salle, c'était le tout digital dans le magasin. C'est-à-dire, on se souvenait, c'était l'explosion du digital, alors avec des niveaux d'efficacité relativement variables, des QR codes qui fleurissaient, des RFID, on rentrait, ça sortait, ça cliquait, on ne savait pas pourquoi ça servait. Bon, ça y est, je pense qu'on en est sorti pour 2 raisons. La première, c'est que ça a coûté assez cher pour assez peu de fréquentation. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que c'était totalement contre-productif par rapport aux consommateurs. Et c'est ça la vraie question, c'est que le client final, lui, aujourd'hui maintenant, il a une lecture du digital. Je vais vous expliquer après en 2 secondes pourquoi, mais il a une lecture du digital maintenant qui se traduit au travers de la logique de l'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, s'il y a du sens, c'est bien ce que vous nous avez expliqué au travers de tout ce que vous venez d'évoquer, aussi bien dans le parcours dans l'aspect immobilier, ou vous chez Afflelou, et encore vous dans cette plateforme que vous avez mis en place sur McDo, ça fait sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on arrive à démontrer que ça fait du sens pour le client. Et vous allez voir, je vais vous donner un exemple, je prends un peu de temps pour vous raconter ça, parce que ça, c'est une vraie tendance qui est maintenant très très forte aujourd'hui, c'est-à-dire que le client, il donne bien sûr la lecture de sens par rapport à entre guillemets, son bénéfice immédiat. C'est-à-dire que j'ai mis en place une plateforme digitale qui me permet d'avoir une promotion
totalement personnalisé, qui correspond à ce que je suis, à ce que j'achète, et en temps réel un peu partout, ça fait sens, c'est efficace, j'en veux. Et d'ailleurs, 85% des Français déclarent qu'ils sont favorables à des promotions ciblées, des promotions intelligentes, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais dites-vous qu'il y a une deuxième dimension au sens qu'il faut bien intégrer, qui n'est pas neutre du tout, c'est que lorsque vous mettez des innovations digitales qui vont avoir une efficacité sur le modèle économique du commerçant. Ça a l'air de rien, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est tout à fait capital, c'est-à-dire que les clients décryptent les modèles économiques des commerçants. Et ça leur a été donné par tous les low-costers qui leur ont dit « mais n'hésitez pas à décrypter comment est-ce qu'on fonctionne. Si je te fais travailler sur le digital, si tu prépares ta commande, si tu réserves ton billet, si jamais tu fais un travail dans mon modèle économique, dans ce cas-là, tu en as un bénéfice dans le prix. » Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la mise en œuvre d'une digitalisation réussie, elle va se lire à la lecture d'une efficacité commerciale intelligente, ciblée, bien accompagnée, mais aussi si elle fait sens dans le modèle économique du commerçant. Alors après, on pourra, Stéphanie, donner plein d'exemples, parce qu'il y en a plein qui ont mis ça en place, mais vraiment, je pense qu'il faut retenir ces deux leviers dans la digitalisation réussie. Merci Rodolphe. Alors justement, comment le point de vente dans tout cela doit se réinventer, puisqu'on a parlé d'humain, on a parlé de conseils. Chez Nexity, par exemple, vous avez revu donc, votre concept. Alors expliquez-nous maintenant le rôle de l'agence. Alors, le rôle de cette agence, en fait, il est construit autour de quatre étapes clés dans le parcours du client. La première étape, c'est la découverte. Et donc, le client qui rentre dans l'agence, il faut qu'on découvre avec lui la nature de son projet. Donc là, on est dans un espace qui est ouvert. On est debout, on est autour d'un mobilier haut, et on va avoir un échange pour comprendre et découvrir ce projet. On va s'appuyer sur la technologie. Alors, typiquement, on a un grand écran sur lequel on va présenter l'ensemble des biens, où est-ce qu'ils sont, quels sont les projets de notre client, délimiter un peu le quartier de sa recherche. Et donc, on est dans une phase de découverte de son projet. La deuxième phase, c'est une phase de construction. Et donc là, on va rendre le client acteur de son projet. Et c'est lui qui va construire son projet avec nous. On n'est pas dans un rôle de vente, on est dans un rôle de co-construction. Et le rôle du personnel Nexity, c'est un rôle de coach de la vie immobilière. On est là pour l'aider à comprendre son projet, à le construire. Et donc, on va éventuellement aller dans un espace un peu plus qui reste ouvert, mais un peu plus confidentiel. On va avoir des meubles forme tulipe pour avoir un petit peu plus de confidentialité dans la discussion. Et on va se mettre côte à côte, autour éventuellement d'un écran, pour aller voir différents biens, faire des recherches, où on a mis aussi en place des techniques de visite virtuelle avec des casques de réalité augmentée, où on a la capacité aussi de visiter des biens, notamment sur l'ancien, des biens déjà construits, en visite virtuelle, pour déjà gagner du temps et de se dire, ben voilà, celui-là, c'est pas la peine qu'on aille le visiter parce qu'il vous plaît pas tout de suite, et on va commencer à comprendre ce projet. Donc là, on est toujours dans une phase de co-construction avec le client. Troisième élément, après ça, on va rentrer dans une phase de développement, où on va rentrer plus dans le fond du client, notamment typiquement sur le neuf, sur les biens en construction, où là, on va aller dans un espace encore plus fermé pour la confidentialité, où on va co-développer avec notre client son bien. On va le mettre en face d'un configurateur qui va lui permettre de choisir les matériaux à l'intérieur de son bien. On va l'amener dans son parcours à personnaliser ses besoins et aller à l'avant. Et puis la dernière étape, c'est l'étape d'innovation. Elle n'est pas forcément en dernière position, mais c'est une étape où on va pousser notre client aussi dans ses retranchements sur et pourquoi pas un autre projet, et pourquoi pas aller au-delà. On a pour ça aussi développé un écran qui permet aussi de voir différentes composantes, différents matériaux, de matériothèque. On a développé aussi un écran qui permet de passer différents projets en revue à la mode Tinder, j'aime pas, et donc aller très vite dans cette étape-là. Tout ça, toute cette logique, elle est vraiment une logique, encore une fois, de co-construction. Après ça, on a encore une nouvelle petite annonce à faire, c'est qu'on vient de lancer, on l'a déjà lancé, mais on va avoir la deuxième version qui va sortir cette semaine, une application qui s'appelle Visilist, qui va être téléchargeable sur l'ensemble des stores mobiles,
qui est un aide à la visite. Et donc, dans cette application, notre client va pouvoir définir ses propres critères de recherche. Qu'est-ce qui est important pour lui? Est-ce que c'est la luminosité? Est-ce que c'est l'agencement? Est-ce que c'est l'étage? Est-ce que c'est le bruit? Etc., etc. Et donc, après ça, en fonction de ces critères, il va pouvoir évaluer lui-même les biens qu'il visite et les noter. Et une fois qu'il aura visité 4, 5 biens, il se rappellera de ce qu'il a vu dans chacun de ces biens. Il va avoir une hiérarchie de ces biens. Et donc, c'est un outil d'échange, encore une fois, avec l'agent, où le digital vient en support de l'agent. Parce que finalement, dans tout ce parcours multicanal, quel est le point commun dans tout ça? C'est que le client, le prospect, il a dans sa poche un smartphone. Et quand il sera en visite sur un site, quand il sera dans l'agence, quand il sera dans la rue, quand il échangera avec son conjoint, et ben, il aura toujours son smartphone. Et ça sera ça le point commun de l'ensemble de son parcours multicanal. Et donc, l'idée, c'est d'avoir aussi de l'interaction dans notre point de vente autour de ce smartphone du client et de pouvoir lui pousser des visites ou de pouvoir avoir son retour et ses notations des visites qu'il a faites pour mieux comprendre son projet. Donc, on est vraiment dans une complémentarité des canaux avec un objectif principal, c'est de rendre le prospect acteur de son projet et non pas consommateur. D'accord. Donc le digital là se pose vraiment en outil d'aide à la vente plutôt qu'en outil gadget, comme on a pu le voir il y a quelques années. On est vraiment, exactement, on est sur un outil qui est très opérationnel et on n'est pas là pour créer une expérience technologique, on est là pour mettre de la technologie au profit d'une expérience client. Merci. Ludovic, chef Leloup, qu'est-ce que vous avez mis en place dans les points de vente pour favoriser l'expérience client? Vous parliez de lieux de conseil plutôt que de lieux de vente. Exactement. Et moi, je voulais vous parler de miroirs. On est en train d'installer des miroirs de prise de mesure dans les magasins et sur nos tables de vente. Alors, le miroir qui est construit par Essilor, et que l'on a choisi, c'est un miroir qui fait de la prise de mesure, et ça, globalement, il n'y a rien de très nouveau. Par contre, on a couplé ce miroir avec les principes d'essayage virtuel de lunettes. Donc, on a modélisé l'ensemble de nos lunettes en 3D. Et en plus de faire de l'essayage de la prise de mesure, on prend ce qu'on appelle un avatar de la personne, et donc on est capable de lui faire essayer tout un tas de lunettes avec un matériel qui est plutôt pro dans le magasin. Alors, il est capable sur le site internet de le faire aussi, mais là en magasin, le conseiller est là et donc peut beaucoup l'aider sur le choix de telle ou telle lunette en fonction des verres choisis. Et donc, on est capable de vendre avec ce système-là même des montures que l'on n'a pas dans notre magasin. Si, je ne sais pas, vous aimez... j'aime ce style de monture, mais l'intérieur, c'est pas cette couleur-là que je voulais, c'est du bleu et le magasin en a pas. On est capable de les faire essayer en mode virtuel et de faire prendre la décision au client que c'est celle-là qu'il veut et donc de la commander par EDI directement. Donc on se retrouve avec le magasin physique qui devient très lié avec la partie digitale pour le coup. C'est les mêmes technologies, c'est les mêmes fonctionnalités, mais on les retrouve utilisées directement dans le magasin. Ce qui permet aussi de gagner de la place en point de et vente. effectivement, on se retrouve avec chacun de nos magasins comme étant le plus grand showroom à chaque fois, le plus grand showroom possible. Exactement. Merci. Alexandre, on a discuté de Carrefour et de Sephora sur de nouvelles expériences clients en point de vente. Vous pouvez nous détailler ces projets? Tout à fait. Donc on est, en commençant par Sephora, on est dans une démarche qui est assez proche, où on est quasiment dans, c'est plus du store to web, c'est du store to store, c'est pas du web to store. Enfin là, ils ont été assez loin dans la démarche. Le concept du Sephora Flash rue de Rivoli, je pense que tout le monde ici a dû le croiser. Si nécessaire, j'en parlerai avec plaisir après. En deux mots, la base de leur réflexion, c'était comment est-ce que je peux, sur une superficie d'une centaine de mètres carrés, faire autant de ventes que sur un magasin de 4 fois plus grand, qui est la taille normale d'un Sephora, avec dans l'idée de déployer ce réseau-là dans un second temps sur des points de passage réguliers.
Et donc, ils ont complètement digitalisé le point de vente, tout en gardant autant de vendeurs au mètre carré que dans un point de vente classique, mais en réinventant l'expérience client. Et donc, il a été lancé fin de l'année dernière. Les ventes sont au rendez-vous. On doutait ou on se posait des questions en amont sur est-ce que les gens vont avoir le réflexe d'aller dans le point de vente pour repartir les mains vides, est-ce qu'ils reviendront ? Dans les faits, une majorité des gens font les courses un jour et reviennent le lendemain. Donc c'est surprenant dans la démarche, mais ça montre que les personnes savent s'adapter à des nouveaux modes de consommation. Et ce principe d'un point de vente dans un lieu de passage fonctionne bien. Alors évidemment, on peut le retirer en ligne, mais bon, quand on revient à la question du ROI, la simple problématique du mètre carré fait penser que c'est plutôt un investissement qui est rentable. Alors nous, là-dessus, on est intervenu sur toute la partie technique, l'installation des écrans, les antennes RFID qui permettent de projeter sur les écrans des informations sur les flacons de parfum qui sont posés sur l'antenne, tout le logiciel qui permet de présenter les produits en ligne, de naviguer dans une application qui n'est pas une reproduction du site Sephora pour que l'expérience soit vraiment différente et enrichie. Voilà, donc ça c'est une expérience qu'on a lancée il y a maintenant 6 mois et qui a vocation à se déployer. Et concernant Carrefour, juste en 2 mots sur le concept... non, c'est nous qui débordons tous. Sur le concept... Alors c'est intéressant, on a énormément parlé du mobile, donc c'est sûr que le mobile c'est au cœur de tous les sujets de réflexion sur le digital. On se penche énormément, et c'était le cas de Sephora aussi, sur le not only mobile, not mobile only. Dans le cas de Carrefour, Belgique, dans le magasin de Mons, qui est un magasin en test, qui est un magasin très digitalisé. Ils ont lancé un concept dit de course corvée, où vous rentrez dans le point de vente et plutôt que de remplir votre caddie d'eau, de packs de lait, de packs de bière, vous allez sur un écran faire votre navigation et vos courses donc sur un écran tactile et ensuite retirer ces produits encombrants au drive. Le gros intérêt, c'est que vous allez forcer un petit peu, s'ils ont envie, mais forcer les utilisateurs à créer un site et à devenir client du drive. Et ça, pour la grande distribution, c'est intéressant d'avoir de plus en plus d'utilisateurs drive, donc des gens qui s'habituent à la cinématique drive. L'autre intérêt, c'est que vous allez faire vos courses avec un caddie vide. Et généralement, quand vous faites vos courses avec un caddie vide, vous sortez avec un caddie plein. Donc il vaut mieux qu'il soit plein de petites choses chères que de grosses choses encombrantes. Voilà. Donc il y a une réflexion là encore qui est maligne et qui a très bien fonctionné. Et les premiers retours sont positifs ? Le panier est vraiment plus plein que... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les caddies sont plus pleins. D'accord. Rodolphe, vous avez des exemples intéressants ? Je vais vous en donner quelques-uns pour illustrer un peu ce qui a été évoqué. Le premier, c'est Tesco qui a fait ça avec l'Evry Leasing. On connaissait l'Evry Low Price de Tesco. Et ils ont repris les concepts des AMAP. Vous savez, c'est ces paniers où vous vous abonnez, où au mois de février, vous recevez des topinambours et puis vous ne pouvez plus en manger tellement vous en recevez régulièrement. Mais eux, ils ont complètement ouvert le concept et ils ont lancé un concept totalement personnalisé où en fait, vous payez vos courses frais, l'ensemble de vos courses, mais en abonnement. C'est-à-dire, c'est un prix fixe. Et en fait, vous recevez toutes les semaines, on vous livre chez vous, on remplit votre frigidaire de ce dont vous avez besoin. Et c'est un prix fixe. Vous ne faites plus vos courses, en fait. On vous réapprovisionne de manière totalement systématique. Ça, je trouve que c'est intéressant. Deuxième élément, où la digitalisation, si vous voulez, et c'est très important de la connecter au magasin, à l'existence physique d'un magasin. Je vais prendre l'exemple de Tesla à Londres, à Wakefield, le grand centre commercial qui a été construit lors des Jeux Olympiques. Eh bien, Tesla a réussi à monter un magasin de 300 mètres carrés et qui vend des voitures. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire dans le domaine de l'automobile, mais conceptuellement, c'est une révolution complète du modèle, puisque aujourd'hui, pour acheter une voiture, il faut aller en concession. Vous allez en concession, il faut de la place. Quand vous allez en concession, vous visitez les voitures, vous ouvrez les portes. Eh bien non, grâce à une logique de point de vente 100% connecté, dans un petit 300 mètres carrés, ils arrivent à faire du chiffre. C'est votre exemple de Sephora. Le dernier exemple que je vais vous donner, je vais aller aux États-Unis, chez Macy's. Alors Macy's, c'est une chaîne de magasins qui vend une sorte de galerie Lafayette, vend des vêtements essentiellement. Et ils ont constaté 2 choses. La première, c'est que dans le rayon lingerie de Macy's, ils avaient une expérience client, du moins cliente, là en l'occurrence, qui était pas toujours bien perçue. La raison pour laquelle, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que la cabine d'essayage
lorsqu'on est dans la lingerie, c'est quand même un élément un peu spécifique, où on est quand même sur quelque chose d'assez intime. Donc en fait, Macy's a eu l'idée de faire deux choses. La première, c'est qu'ils ont totalement revu l'expérience cabine, c'est-à-dire c'est beaucoup plus cosy. Il y a une tablette tactile où vous retrouvez le rayon dans votre tablette. Et surtout, vous avez une petite boîte, une sorte de trappe, en fait, où en fait, la cliente va en rayon, elle choisit ses articles, elle va dans cette cabine un peu cosy, et ensuite, elle fait ses essayages. Et si jamais elle veut des coloris, des tailles, d'autres éléments, en fait, elle va sur cette tablette, elle les sélectionne, et dans la petite trappe, elle met ce qu'elle veut plus, pouf, ça part, et elle reçoit ce qu'elle voulait, sans ressortir. Et en fait, vous avez un développement d'expérience qui est, grâce au digital, bien supérieur. Et surtout, ça a l'air de rien, mais des gains d'économie en rayons. Parce que vos rayons, ce n'est pas le bordel. Parce que si vous voulez, le fait de les gérer en stock au sous-sol de manière totalement organisée, ce n'est pas la même chose que de dire ça ne me plaît pas, boum, je mets par terre, je refais, etc. Donc voilà les trois exemples que je voulais vous donner qui expriment à quel point le digital et la digitalisation est au service d'une expérience client magasin. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe. Un autre point clé du parcours omnicanal, si on veut qu'il soit plus fluide, c'est le paiement, qui est souvent considéré comme un point de friction pour les consommateurs comme pour les enseignes. Alexandre, vers quoi on tend aujourd'hui et comment fluidifier cette phase clé quand même, puisqu'on parle de ROI et de chiffre d'affaires, du paiement. Donc là, on est en plein dans le cœur de métier de Worldline. Historiquement, c'est notre domaine de compétences. Et c'est depuis ce domaine-là et les exigences de sécurité, de capacité de traitement volumique qu'on est progressivement parti vers d'autres sujets, type la digitalisation des points de vente, etc. Il y a une référence, alors qu'il ne faut pas trop citer ici, mais qui montre quand une transformation digitale se passe bien et que le paiement est transparent, à quel point ça devient facile de consommer. Vous pouvez acheter de la musique en ligne, donc digitalisation de la musique. Vous pouvez acheter des applications en ligne sans vous en rendre compte. Vos enfants de 3 ans, pour peu qu'ils vous aient piqué votre code, commencent à vous acheter des applications ou de la musique comme ça en ligne. Donc, Je confirme. Quand le paiement est sans couture, l'expérience est beaucoup plus agréable et généralement, le client consomme. Donc, un des gros enjeux et les réflexions qui sont menées aujourd'hui dans la grande distribution, dans le retail de façon particulière, en général, c'est comment est-ce que je fais en sorte que le paiement disparaisse d'une certaine manière, devienne le plus transparent possible. Et donc, on travaille sur un certain nombre de solutions. Alors, le wallet en est une. Vous voyez, quand vous faites vos courses sur un site comme Amazon, que vous êtes enregistré, le paiement devient transparent. On clique, on achète sans s'en rendre compte. Demain, vous pourrez aller dans des points de vente pour des montres. Le NFC est déjà déployé. Vous payez avec vos cartes en posant votre carte sur un terminal. Vous avez l'impression que le paiement est beaucoup plus simple. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais c'est beaucoup plus simple. Vous avez encore à sortir votre carte. On travaille sur des solutions où demain, vous n'aurez plus besoin de sortir votre carte. Le téléphone est dans la poche. Pour un montant faible, vous tapotez sur la poche et le paiement est validé. Donc il y a un certain nombre de sujets comme ça sur lesquels on travaille. L'objectif principal, c'est de faire disparaître cette étape qui est indispensable, qui est quand même la finalisation de tout ce dont on parle. Parce que tout ce dont on dit là sur la digitalisation, elle n'a d'intérêt que si au final le client paye. Mais il faut que ça disparaisse le plus possible dans l'acte d'achat. Il y a un côté... Je n'ai pas d'action, mais simplement pour donner un chiffre et illustrer ce que vient de dire Alexandre, 78% des Français sont convaincus que l'avenir est dans la dématérialisation du paiement. Il faut bien comprendre que ce que vous venez d'évoquer, c'est véritablement plus qu'une attente client, c'est une projection de vos consommateurs, comme quoi ça sera dématérialisé. Pour eux, aujourd'hui, sortir une carte bleue, la passer dans une machine, ça leur semble complètement improbable. Mais il y a un côté quand même anxiogène pour le consommateur de se dire je tape dans ma poche pour peu que ce soit mon voisin qui tape dans ma poche et qui paie à ma place. C'est pas pour un appartement encore, ça va, mais... Alors là, il y a des moyens d'authentification qui sont en l'occurrence dans l'exercice, dans l'exemple que je cite là, une photo s'affiche sur la caisse, et donc c'est le lien, je clique sur la photo de la personne qui est en face de moi, le téléphone vibre et je lui dis c'est bon. C'est du POC, c'est de la démonstration, mais on tend vers ça. Évidemment, ce qui est hyper important, c'est que derrière cette simplification, il y a des enjeux de sécurité, de confidentialité qui sont de plus en plus costauds, avec chaque jour des nouveaux rounds de réglementation européenne qui font que il faut être sérieux et compétent dans ce domaine-là pour proposer ce genre de solution. Juste pour vous donner une illustration, un exemple que vous pouvez aller voir à Paris, si vous voulez, vous allez rue Saint-Dominique, vous allez voir le Franprix de rue Saint-Dominique,
et c'est un Franprix qui a repensé son expérience de paiement, hein, justement ce que vous évoquiez. C'est-à-dire que, alors on n'en est pas à cette typologie aussi poussée que ce qui va venir, hein, ce à quoi je suis convaincu. C'est un TPE Worldline. Hein. Exactement, Ouais, exactement. merci. Non, mais voilà. Il n'y a pas d'action. Non, mais Il n'y a voilà, pas d'action, exactement. J'ai pas d'action. Mais en tous les cas, allez le voir, parce que vous allez voir que la zone d'encaissement est repensée à 2 niveaux. La première, c'est qu'il n'y a plus de barrière physique entre l'encaissant et l'encaissé. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas le TPE, l'ordinateur, le machin, le truc, la caissière qui vous regarde comme ça. Non, c'est une table complètement ouverte, comme une grande table de ferme, entre guillemets. Et puis surtout, vous y découvrirez des encaissements mobiles, c'est-à-dire où vous avez des caissières qui ont en fait une machine en fait, et en fait ils vous encaissent à la volée voilà, ils scannent les produits à la volée, voilà, ils vous disent vous voulez payer, oui je veux payer, blip, c'est fait comme ça, ils vous encaissent, vous partez. Donc voilà, c'est juste simplement pour vous dire qu'à Paris aussi il y a de grandes innovations et ce magasin est à voir. Merci Rue beaucoup. Saint-Dominique, Franprix. Merci Rodolphe. Alors on va faire très vite puisqu'on est en train de dépasser le temps comme souvent. Ludovic, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faciliter le paiement en magasin et sur le site? Alors nous, dans nos magasins et sur le site, mais surtout dans nos magasins, nos offres commerciales, que ce soit Nexier ou que ce soit Win-Win, c'est des offres qui sont basées sur du financement. Donc jusqu'à maintenant, on était sur cette phase-là assez embêté parce que ça prend beaucoup de temps d'éditer tout un tas de documents, de faire des copies de tout un tas de pièces d'identité et de choses comme ça. Donc ça prenait beaucoup de temps et donc c'était facteur d'échec. Et donc là, avec notre partenaire Cofidis, on a complètement dématérialisé cette partie-là. C'est-à-dire que toute la partie de signature de contrat, de prise de photos des différents éléments, etc., se font à partir de tablettes. Le client lit le contrat sur la tablette, signe sur la tablette, et les éléments sont envoyés et d'un côté au client et de l'autre côté à Cofidis de manière dématérialisée. Donc là, pour le coup, on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Chez Nexity, c'est le même principe sur la dématérialisation. Vous avez mis en place aussi ce type de process? Alors nous, on n'a pas la problématique de paiement, bien sûr. Pour les justificatifs. La partie dématérialisation, oui, bien sûr. En fait, on a mis en place pas mal de choses. Notamment, on a mis en place un dossier locataire 100% en ligne, qui est complètement dématérialisé, qui permet de constituer son dossier à l'avance avec l'ensemble des pièces justificatives. Donc une fois que c'est fait. On peut aller dans toutes les agences Nexity, le dossier est en ligne, il est connu. Et on a ce type de points. On est en train aussi, après ça, pour les acquisitions, à travailler aussi un dossier d'acquisition complètement dématérialisé. Donc la prochaine étape, ça sera après ça, et on travaille dans la profession là-dessus, c'est l'acte notarial qui va petit à petit être dématérialisé. Donc la profession des notaires, elle travaille, mais on va y arriver. Merci beaucoup. Donc finalement, alors de manière très très courte, en 3 mots, quel serait le magasin idéal, le point de vente physique idéal dans 5 ans? Rodolphe. Alors, le point de vente physique idéal dans 5 ans, c'est à partir du moment où l'ensemble du dispositif connecté va venir servir votre expérience physique. C'est-à-dire que ça va, en fait, finalement, le connecté va venir surévénementialiser ce que vous allez vivre en physique. C'est la raison pour laquelle je reste convaincu, je peux me tromper, mais je reste convaincu que le digital ne tuera pas le physique, il va simplement le surévénementialiser. Que va faire le digital? Ça va tuer un mot terrible qui s'appelle la distribution et ça va redévelopper un mot magique qui s'appelle le commerce. Et c'est ça ce à quoi va servir le digital. Ça fait plus de 3 mots, mais c'est intéressant. J'ai essayé de faire le maximum. Alexandre. Alors déjà, ce qui est très intéressant dans la question, c'est que le mot point de vente physique est encore présent dans 5 ans. Il y a eu il y a eu des grandes annonces, le retail va disparaître, etc. Donc moi, je suis convaincu que les marques doivent surfer sur cet élément différenciant, c'est la possession d'un point de vente. Les grands acteurs du digital viennent d'ailleurs maintenant, commencent à ouvrir des points de vente. Donc déjà, il sera. Dans 5 ans, il y aura un point de vente physique. Et je crois beaucoup au modèle où il y a de moins en moins de vendeurs et qui sont de plus en plus connectés, donc on va dire des vendeurs augmentés, et qui vont avoir un paquet d'informations sur qui est en face, qu'est-ce qu'il aime, et qui vont transformer cet acte d'achat et cet échange avec le commerçant comme une expérience enrichie. Merci beaucoup.